est-ce que c'est une vie aussi, effectivement, de se réveiller et de se dire tous les jours, j'ai un régime alimentaire à suivre, je dois prendre en masse, je dois sécher. Est-ce que c'est une vie de se dire que je vais manger 6 fois par jour? Non, pas du tout. C'est impossible. Et le corps, il n'aime pas ça du tout. Donc encore une fois, c'est un choix. On veut être beau, on veut être belle, mais à côté, c'est vrai que le corps, s'il n'est pas fonctionnel, non, ça sert à rien. Il y a aussi le côté relation mentale, relation sociale. Évidemment, quand tu as un régime alimentaire très strict, tu te coupes du monde. Oh mon Dieu. Donc mentalement, c'est très difficile aussi. Est-ce que c'est ça la vie que tu veux? Une vie où tu es seule mais tu as un beau corps, un beau physique d'athlète? Est-ce que tu penses vraiment que sur le long terme, ça va t'apporter du bonheur? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous. Hello Alex. Bonjour Mel. Merci beaucoup de prendre le temps d'être sur le podcast Fly with Mel, un podcast où on parle de personnel development. Je parle en anglais, français, mais du coup on parle de développement personnel, on parle de découverte de soi et on parle de reprendre le pouvoir sur sa vie. Et j'avais vraiment envie de t'interviewer aujourd'hui parce que je sais que tu es très dans le sport, dans la nutrition, tu fais des exercices de poids de corps, du calisthénique, etc. Et tu as un mental d'acier, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Donc j'avais vraiment envie qu'on parle de tout ça aujourd'hui ensemble. Merci d'être là. T'es prêt? Je suis prêt. Et Parfait. c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici et de parler de tout ça. C'est très important. Et j'espère que ça va aider aussi d'autres gens. Donc j'ai parlé de mon aventure en Australie, mon parcours sportif et comment j'ai développé ce mental d'acier. Comme tu Exactement. dis. J'ai hâte. Alors, il y a un truc que je fais sur le podcast, c'est un petit peu une tradition. J'aime bien que les auditeurs puissent visualiser les invités que j'ai autour du micro. Donc, du coup, je demande 3 mots qui définissent la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que tu pourrais me donner 3 mots qui te définissent? Alors oui, si j'y pense comme ça très rapidement, je dirais bah, déjà le sport. Donc ça me définit complètement. C'est 90% de ma vie, pour être honnête. Donc comme d'ailleurs mon métier et les mouvements que je fais tous les jours, mon sport. Donc ça c'est très important. Fonceur, parce que c'est vrai que j'aime bien la compétition. Donc c'est un truc où c'est vrai que je vais foncer, même pour tout dans la vie d'ailleurs, je vais foncer carrément sur tout. Et je suis très curieux. Ça, voilà. C'est la curiosité, c'est quelque chose, ça fait partie de moi. Je suis très curieux, je vais poser beaucoup de questions ou je vais essayer des choses. Je vais beaucoup essayer et encore plus si c'est quelque chose que du coup je n'arrive pas à faire. Je vais essayer de comprendre pourquoi et mon but, ça sera de l'atteindre. Ok. Donc que j'arrive à faire cette chose dans laquelle je me pose beaucoup de questions. J'entends beaucoup de discipline dans tout ce que tu me racontes. Et du coup, tu me parlais du sport. Tu as toujours été comme ça, sportif discipliné, de ce que tu me dis là? Toujours. C'est vrai que ça a commencé très tôt. J'ai fait du sport relativement jeune déjà. Donc c'est vrai que je me suis inscrit à des clubs. Donc ça peut être le foot, le ping-pong, etc. Et puis après, très vite, c'est vrai, la musculation. Ça a commencé par ça aussi, la musculation, la salle de sport. Et tout ça, c'est un peu mon papa qui m'a mis dedans, hein, parce que je l'ai vu faire beaucoup de sport. Mhm. Donc forcément, ça m'a aussi inspiré. Et j'ai voulu moi-même m'y mettre. Ok. Il t'a poussé à faire ou c'est vraiment toi ça t'a inspiré? Pas du tout. C'est vrai qu'il m'a jamais poussé à faire du sport, hein, mais par contre, en voyant le faire et du coup, en posant des questions, je me souviens, j'ai beaucoup de souvenirs de quand j'étais petit et que je grimpais sur son dos pour qu'il fasse des pompes, du coup, lesté. Ok. Et bah, au final, c'est quelque chose effectivement que moi-même après j'ai essayé et puis après que j'ai partagé avec lui aussi. Bon, c'est vrai que de son métier comme il est militaire, qui partait souvent aussi en mission, je l'ai pas beaucoup vu dans ma jeunesse, c'est vrai. Mais quand je le voyais, bah, du coup, c'est vrai qu'on pouvait partager au moins quelque chose ensemble, donc le sport. Il m'accompagnait souvent aussi regarder mes matchs de foot. Je jouais avec lui au foot et puis après, plus tard, on soulevait des poids ensemble, hein. Voilà. Waouh, ça doit être fort d'avoir un papa militaire quand même que tu vois pas souvent et qui du coup je pense qu'il t'a aussi instauré une certaine ouais, une discipline et certainement aussi de la force d'esprit peut-être, tu Alors penses? c'est vrai que c'était pas facile parce que du coup on était quand même quatre. Donc j'ai quand même trois sœurs aussi.
Ok. Et du coup, une maman qui nous a un peu élevés toute seule, on va dire, la plupart du temps. Ça s'est quand même très très bien passé. Deux grandes sœurs formidables, une petite sœur formidable. Donc tout s'est toujours très bien passé. Mais c'est vrai que bon, notre papa, on ne l'a pas vraiment vu très souvent, quoi. Mais il nous a très très bien éduqués, autant comme ma mère. Mais c'est vrai que ce côté militaire aussi nous a apporté beaucoup de respect. Ça, c'est très important, le respect. Et, euh, et se forger un mental aussi. C'est ça aussi. C'est clair. Waouh, je savais pas tout ça de ta vie, tu vois. C'est ça le truc que j'aime bien en Australie, c'est que je rencontre beaucoup de monde. J'aime bien rencontrer les gens un peu un par un et vraiment aller avec des questions un peu profondes sur la vie pour les rencontrer plus précisément. Donc ça me fait plaisir que tu partages ça. C'est fou et ça fait complètement sens avec la personne que je vois en général en face de moi quand je te vois. Très fonceur, très actif, très t'y vas et tu t'en fiches en fait. Si tu as décidé de faire quelque chose, t'y vas. Et ça me fait penser à l'Australie d'ailleurs. Pourquoi tu es venu ici? Alors l'Australie, du coup dans mon parcours, j'ai aussi été diplômé coach sportif En avec le France? BPGEPS en France, à G2F, c'est ça. J'avais commencé par STAPS. Finalement, STAPS a été un petit peu compliqué parce que je voulais vraiment devenir coach sportif et au final, le parcours STAPS était vraiment très poussé et je ne voyais pas l'utilité de faire 5 ans ou finir ma licence pour juste devenir coach sportif, même si ça m'aurait apporté effectivement beaucoup de connaissances, mais ouais, là j'étais un petit peu, c'était un petit peu mon côté feignant. Donc une fois que j'ai été diplômé, j'ai travaillé dans une très très belle salle de sport à Paris, très luxueuse, et qui veut dire aussi beaucoup de clients qui viennent de partout. Donc l'anglais, c'était pas mon fort. Et j'avais au bout d'un moment, j'ai développé ce besoin aussi de voyager et de me dire, voilà, maintenant Alex, tu es coach sportif, tu veux aussi aider tout le monde, et même s'il y a cette langue pardon, qui te bloque, il va falloir que tu fasses quelque chose. Donc avec un ami avec qui je m'entraînais d'ailleurs aussi à la salle, on est partis ensemble. Donc c'est là où l'expérience, l'aventure australienne a commencé. Vous êtes venus ensemble en Australie, c'était il y a combien de temps? C'était en 2017. Donc, mais on est arrivé à en même année. Je suis arrivé, pense. T'es arrivé quel mois? je suis arrivé en septembre Ouais, 2017. je suis arrivée en octobre 2017. Je crois que c'est ça. Waouh, ok. Et du coup, cet ami-là, il est encore là, présent aujourd'hui, ou il est reparti en France? Cet ami est reparti en France. Ok. Donc il n'est plus là. Il est reparti en France début Covid, début de la pandémie. Ok. Et donc, toi, ton objectif, c'était d'apprendre l'anglais, d'être mis en anglais. Tu avais d'autres objectifs en venant ici ou tu es vraiment venu en mode je viens, j'explore et je vois ce qui m'arrive? Alors je suis vraiment venu avec l'idée de rester minimum 1 an. Ça, c'était quelque chose que je voulais faire, être loin de chez moi, apprendre l'anglais et de voir où la vie me mène. Exactement. Ok. Et ça t'a amené à 6 ans plus tard, ici. Tu peux Ici, me- c'est vrai. Tu peux nous raconter un peu le parcours, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça fait 6 ans alors que c'était originalement 1 an? Alors je vais expliquer tout ça. Oui, Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors, on arrive effectivement et on a, je pense, des étoiles dans les yeux. On est un peu bouleversé par ce qui nous arrive. Et pour décrire quand même un peu Sydney ou l'Australie en général peut-être, mais c'est vrai que moi, Sydney, ça a été un peu le coup de cœur. Au final, on se rend compte de la qualité de vie qui est quand même assez exceptionnelle. Mm. Mais attention, il y a un attention Ah. dans l'expérience australienne. Effectivement, on tombe un peu dans un cercle vicieux ici. Et c'est très, je trouve que Sydney, c'est très accentué sur l'amusement, entertainment. ok, C'est anglais. ok. Et c'est vrai qu'on arrive, donc on a envie de rencontrer du monde, on a envie de s'amuser et on commence un petit peu à s'y perdre aussi. Ok. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai fait un podcast avec un ami à moi qui s'appelle Baba. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode qui est juste un petit peu plus bas dans le podcast. On a fait un épisode sur l'Australie et lui, sa façon de voir les moments difficiles en Australie, c'était pas par rapport tous les divertissements, c'était plus parce que c'est très compliqué d'obtenir un visa viable et permanent. Et que malgré le fait qu'on trime un peu, on travaille beaucoup et que qu'on donne vraiment notre âme parfois à des jobs qu'on n'a pas du tout envie de faire, on n'est pas forcément, entre guillemets, remercié par le gouvernement australien. Donc lui, c'était complètement une autre vision de... Donc c'est intéressant que tu dis ça. Pourquoi tu dis le divertissement? T'es tombé dans la fête? Alors, pour rebondir sur Baba, d'ailleurs que je connais, donc big up Coucou à toi, Baba. Baba, il a totalement raison. Il a aussi raison sur ce fait où on arrive et du coup on fait des jobs d'immigrés. C'est important de le préciser.
Donc, regardez en France, vous verrez aussi des gens, donc des immigrés qui font des jobs d'immigrés. La construction, par exemple. Donc voilà, il y a quand même, je pense, très peu de Français en France qui font de la construction comparé aux immigrés qu'il y a. Donc nous, on est immigrés ici et on va faire cette job-là. Donc c'est vrai, on va faire de la construction, on va faire de la démolition. Euh, Autre part aussi, on va faire un peu d'hospitality, donc hôtellerie. Et on va faire aussi barman, etc. Donc ça, c'est des jobs un peu peut-être plus cool, mais en soi, bon, c'est de l'expérience. Tu vois, moi, j'ai fait de la construction. Au final, ça m'a apporté un peu de connaissances. Mais oui, on se donne énormément. Oui, c'est vrai, on gagne quand même bien notre vie, je dirais, mais on se tue à la tâche sur des jobs qu'on ne prend pas plaisir à faire. Et c'est pour ça qu'on se perd. On se perd en Australie. Alors, je vais aller plus loin dans le sujet, parce que du coup, on arrive, on rencontre du monde, on s'amuse énormément. Je me suis perdu dans la fête. Je ne regrette pas ces moments, mais il faut vite ouvrir les yeux et vite trouver une bonne balance, Balance. un bon équilibre entre les deux, voilà. J'ai longtemps dit moi-même, et j'ai encore aujourd'hui des gens qui le disent, on se sent en vacances une fois qu'on a fini de travailler. Mais j'ai ouvert les yeux aujourd'hui, donc mon expérience a changé en Australie. Et si j'aurais dû faire autrement, je l'aurais fait. Mais conseil à tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez venir en Australie, euh, pour cette expérience, pour faire même des road trips qui sont géniales, parce que c'est très très beau, qui sont géniaux, pardon. Je vous invite à venir quand même préparer et avec une idée derrière la tête et pas juste vous laisser aller. Parce que du coup, ça fait 6 ans, j'ai pas vu le temps passer et c'est pas bon de ne pas avoir quelques plans quand même, quelques plans B derrière la tête. Voilà, ça c'est très important. Oui, Baba a très raison, le visa c'est très très compliqué de l'obtenir. Après 6 ans à avoir fait de la construction, à aider le pays, peu importe, on n'est pas récompensé, on n'a pas de résidence, de résidence permanente. Et c'est très très dommage. Donc, si vous avez un bon boulot, accrochez-vous, démarchez ces jobs-là. Ou si vous voulez venir juste pour 1 an, 2 ans d'expérience, faites-le aussi, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut se réveiller et faire ce qu'on aime dans la vie. Et si on peut allier la qualité de vie à l'Australie avec un job qu'on aime faire, là, effectivement, ça devient très, 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 très intéressant. Exactement. Et du coup, tu dis que tu t'es réveillé, entre guillemets, au moment où ça y est, tu avais un petit peu trop fait la fête. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, où est-ce que ça a changé? Quoi? Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai perdu goût à tout ça. Donc, ça devenait vraiment redondant. Donc, la fête, les mêmes personnes, tout le temps, tout le temps. Et au bout d'un moment, on connaît même beaucoup de personnes. Et en fait, on revoit tout le temps ces gens et il n'y a pas forcément d'amitié qui se crée. Donc, il faut faire aussi attention à ça. C'est ce que j'allais dire, c'est que quand on dit on connaît beaucoup de personnes, de soirée, en fait, on connaît beaucoup de visages. Oh oui. On ne connaît pas vraiment les gens, tu Oh vois, non. profondément et de manière... ouais. Donc, on ne peut pas faire de vraies connexions, j'imagine. Ok. On peut pas. Et il faut aller aussi plus loin dans le sujet pour prévenir les gens qui t'écoutent sur les podcasts. Vous pouvez tomber, je ne sais pas si on peut en parler Si. aussi, vous pouvez tomber dans la drogue. Mhm. Bon, l'alcool fait toujours partie de la vie des gens, j'imagine, mais la drogue, c'est quelque chose que beaucoup ici, beaucoup en France n'ont par exemple jamais touché et qui touchent en venant en Australie. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Ça peut être une expérience pour chacun de tester. Je ne dirais pas que c'est mal, mais il faut voilà, toujours trouver un équilibre et puis même au bout d'un moment se dire peut-être qu'il faut ralentir ce genre de choses. Ça peut être très important. Donc voilà, et je me suis réveillé de tout ça en me disant que je n'avais plus envie de tout ça et parce que déjà je fais beaucoup de sport et j'ai commencé à vouloir avoir envie de plus de progression et de me donner surtout de donner plus de temps au sport et non pas à me réveiller le matin en me disant que je suis un peu la tête dans le cul. Hein. Et du coup, en ayant plus d'objectifs, ça a permis de me remettre dans le droit chemin. Et aussi, surtout, une relation saine. Une relation saine avec sa petite copine, ça peut aussi aider à sortir de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré ici dans le sport? Parce que on est quand même, nous, on habite quand même près de la côte, tu vois, près de la mer, à Bondi, Bondi Beach, qui est quand même très connu pour le sport et le culte du corps, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré et qui t'ont vraiment donné envie de te remotiver et de reprendre cette routine sportive que tu avais? Alors non, il n'y a personne qui m'a motivé en Australie ou qui m'a impressionné ou qui m'a remis vraiment à l'entraînement. Enfin, je me suis toujours entraîné, attention.
Même si je faisais la fête, etc., je me suis toujours entraîné, c'est vrai, que je n'ai jamais mis ça de côté. Mais c'est plus un regret de peut-être que mes performances aujourd'hui auraient été meilleures ou alors j'aurais pu être plus loin dans mes progressions de certains mouvements que j'apprends aujourd'hui. Parce que le temps passe aussi, donc je suis arrivé, j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 29. Le sport n'a aucune limite, mais en termes de performance, bon, plus on vieillit aussi, plus ça diminue, ce qui est normal. Mais c'est très très bon de l'inclure dans son quotidien parce que c'est très important de faire du sport. On en parlera certainement après. Mais non, je me suis toujours inspiré que de une ou deux personnes sur les réseaux sociaux qui m'inspirent vraiment, c'est vrai. Mais sinon, ici en Australie, non. Alors oui, il y a ce culte ici, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui font du sport. Le matin, donc sur la côte, c'est vrai, on ne va pas se cacher, on est aussi à côté de la plage. Il y a aussi beaucoup de matu vu. Donc ça fait partie de ça. En fait, les gens, je trouve qu'aujourd'hui, ils ne pratiquent plus de sport pour une raison particulière, mais le pratiquent pour une raison plutôt esthétique et de là où ils vivent actuellement. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Tu penses qu'on devrait s'entraîner pas en pensant à l'esthétique? Tu penses que l'esthétique, c'est quelque chose qui est sur le côté? C'est quoi ton avis là-dessus? Alors, je comprends le côté esthétique parce que ça fait du bien de se sentir bien dans son corps et musclé, mais il faut faire attention à comment on s'entraîne aussi et il faut penser aussi à la santé de son corps. Parce que c'est bien d'avoir des gros bras, des gros pectoraux, des abdos, mais si on est limité dans ses mouvements et si on a mal quelque part, là, ça commence à ne plus être ce que j'appelle ça rewarding for the body. Donc, ce n'est plus une récompense pour le corps, exactement. Et ça, c'est donc là vraiment, ça devient juste esthétique. Ça peut même en devenir une maladie pour certains. Et du coup, c'est vraiment, moi je dis, pour là où ils vivent et là où ils veulent se montrer et pour en jouer aussi certainement pour aller draguer l'une ou draguer l'un. Je ne dis pas. Oui, et je pense on a tous un peu touché à ça, c'est-à-dire tomber dans le côté « Ah ouais, j'ai envie d'avoir des abdos, j'ai envie d'avoir un bon fessier, je parle pour les femmes, j'ai envie d'avoir… etc. etc. » Maintenant, les hommes aussi, voilà, mon fessier. Oui, voilà. Ah, oh, ok. Mais je pense que c'est super important ce que tu dis parce que je pense qu'à partir du moment où tu es dans le sport depuis un bon moment, dans l'industrie, tu as plein de facettes différentes auxquelles tu peux être exposé. Et c'est après à toi de choisir si tu as envie d'être là pour la performance que ton corps peut développer, pour ce que ton corps peut faire pour toi, entre guillemets, pour l'énergie qu'il te donne et le fait que tu vas vivre une vie longue et active avec un corps qui fonctionne, qui n'a pas forcément d'abdos, mais au moins qui fonctionne comme il faut. Ou alors tu peux aller vers le côté très esthétique. Et je pense qu'on parle peut-être du… Tu sais, tous les… Comment tu appelles ça? Bodybuilding. Voilà, bodybuilder, qui est aussi un culte du corps que je respecte complètement, mais qui est complètement du coup à l'opposé de ce qu'on essaie de faire avec la performance, je pense. Complètement. Après, je m'y connais peut-être pas assez, mais c'est vraiment dans l'esthétique, dans les muscles tracés, dessinés, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de tout. Et je pense à un jeune qui est entre 20 et 25 ans, qui voit tout ça et qui peut se sentir perdu. Et moi, je pense que j'étais perdue aussi à un moment donné où peut-être que je voyais le culte du bodybuilding comme « Oh là là, ils sont super forts, ils sont musclés, ils sont super forts ». Et en fait, à travers le temps, j'ai compris que, bah non, en fait, avoir des muscles tracés, ça ne veut pas dire que ton corps performe. Et souvent, c'est les gens qui ne sont pas super extra méga tracés, mais qui ont quand même, voilà, tu vois qu'il y a de la masse musculaire, qui ont un corps performant. Et après, c'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Est-ce que vous avez envie d'avoir un corps qui est énergétique, actif, qui n'est pas fatigué, que vous pouvez manger ce que vous voulez, entre guillemets, un apport calorique conséquent et avoir une vie viable et sociable, ou aller dans ce culte du corps qui aussi peut être quelque chose que vous avez envie de faire? Alors, très bien dit. C'est vrai que dans tous les cas, la personne qui va quand même pratiquer une activité sportive, c'est très bien. C'est très important. Tout le monde a un minimum 10 minutes dans sa journée pour bouger son corps. C'est quand même très important pour soi, même pour la famille, même pour l'entourage, parce que ça dépend, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens aussi qui sont obèses. Et ça devrait être, c'est pas inadmissible. Il y en a, ça peut être des cas vraiment très spéciaux. Oui, ça peut mais être il faut médical quand aussi. même bouger son corps minimum au moins 10 minutes par jour, mettre son corps à travers une intensité, quelle que soit, ça peut être course, marche, etc. Il faut faire quand même attention à ça. C'est vrai que je suis très situé sur la santé maintenant. Donc, pour parler des gens qui font par exemple du bodybuilding, alors c'est vrai que là, ça va être full esthétique, hein, parce qu'ils vont se regarder dans le miroir quand même très souvent.
ça peut les atteindre même à en devenir une drogue, en fait. Mhm. Ou même à en utiliser d'ailleurs, parce qu'il va y avoir après les produits. Et Oui. là, ça devient vraiment pas bon, il n'y a plus du tout le côté santé. Donc, pratiquer le bodybuilding déjà naturellement, c'est très bien. C'est très bien. Donc, celui qui veut des muscles dessinés, etc., jouer avec sa prise de masse, sa sèche. Bon, je dis pas que c'est le meilleur pour le corps, mais si ça leur fait plaisir, au moins ils font du sport, bon, tant mieux. Mais après, effectivement, je ne cautionne pas ça vraiment parce que, bon, jouer avec son corps entre faire une prise de masse, une sèche, etc., c'est pas non plus le must. Et ensuite, et c'est vraiment très important, effectivement, dans le long terme, d'avoir un corps qui fonctionne vraiment très bien et qui est performant. Et tu l'as dit, c'est vrai que tu peux avoir des muscles très dessinés, mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément être fort ou très performant. Tu vas peut-être être limité dans juste une pratique qui va être mais juste soulever un poids et encore, il sera peut-être même pas très lourd comparé à ce que d'autres peuvent porter et qui n'ont pas de muscles dessinés. Donc c'est vraiment très esthétique, voilà. Et moi, j'ai commencé par la musculation, donc autrement dit, oui, le bodybuilding, parce que je voulais prendre en masse, parce que j'étais quelqu'un d'assez maigre. Et pour un garçon, on veut prendre en masse et avoir des muscles, c'est vrai, surtout quand on est maigre. Ou faire l'inverse, perdre du poids si on est un petit peu en surpoids. Et ensuite, je me suis beaucoup entraîné en poids de corps, donc en ayant rencontré des gens qui s'entraînaient en poids de corps, et j'étais très intéressé par ce côté performance, avec tout ce qu'on pouvait faire déjà avec notre poids de corps. Euh, et, euh, et donc, ça m'a plus intéressé parce que je commençais à m'ennuyer à soulever des poids. D'accord. On s'ennuie à soulever des poids. Quand tu dis poids de corps, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Parce que je pense peut-être que pas tout le monde le sait. Oui, oui. On traduit ça en calisthénique en anglais, mais du coup, quels exercices on fait en poids de corps? Alors, calisthénique, c'est vrai que c'est une pratique encore plus dirigée sur des mouvements de poids de corps, c'est vrai, mais qui vont avoir des noms spécifiques. Donc, tu peux t'entraîner poids de corps et ne pas faire du calisthénique. Donc, je vais expliquer la différence. Enfin, les deux se regroupent un petit peu quand même. Mais c'est vrai que calisthénique, ça va être beaucoup de handstand, donc d'équilibre, handstand push-up, faire la planche, faire quoi d'autre, faire des front levers, des back levers. Donc voilà, c'est des skills assez spécifiques. On a donné ce nom calisthénique. Après, le poids de corps, en général, oui, c'est du calisthénique où tu vas juste faire des tractions. Donc, tu vas utiliser le poids de ton corps pour effectivement te soulever. Tu peux faire des squats au poids de corps. Tu peux faire aussi des fentes au poids de corps, donc des abdos au poids de corps. C'est ça le poids de corps. Voilà. Tu peux faire des burpees, tu peux faire… C'est tout ce qui est des mouvements, on va dire des exercices que tu peux faire normalement avec le poids, avec des poids, mais tu ne le fais pas avec des poids, tu fais avec ton corps, tout simplement. Exactement, et ce qui te donne aussi la possibilité de le faire partout où tu veux. Okay. Ça, c'est très important. C'est la beauté du poids de corps. Et tu peux te challenger avec le poids de corps en faisant des pompes, ou des tractions, ou des squats, de la manière dont tu le souhaites aussi. Okay. Peut-être en termes de volume, ça fait beaucoup de répétitions. Tu peux aussi ajouter à ça des EMOM, donc ce qu'ils utilisent par exemple au CrossFit. Ça va être un départ sur toutes les minutes. Un circuit. Un circuit, donc EMOM c'est Every Minute on the Minute. Okay. Donc ça veut dire que tu peux sélectionner 3-4 exercices et ensuite démarrer sur toutes les minutes et faire 10 reps chacun par exemple. Et c'est assez c'est poussé, c'est assez cardio aussi. C'est un peu comme le HIIT ou pas du tout? C'est un peu comme le HIIT, ça se rapproche aussi. Après, il y a des milliards de façons de s'entraîner, effectivement. Mais le poids de corps, la beauté du poids de corps, c'est de s'entraîner où on veut, quand on veut. Ça peut être fait à la maison, ça peut être fait dans un parc, ça peut être fait aussi à la salle de sport, si jamais on a besoin d'un peu d'équipement. Mais c'est ça le poids de corps. Ce que j'aime bien dans le poids de corps, c'est que du coup, tu entraînes ton corps à pouvoir répondre à n'importe quelle situation de la vie et à pouvoir être, tu vois, tu dois courir d'un coup pour aller attraper ton bus. Bah, en fait, comme tu t'es entraîné de façon conséquente, disciplinaire, on va dire, tous les jours, à vraiment avoir ton corps qui peut se réveiller d'un coup et faire, tu vois, courir ou sauter, ou etc., etc. Je pense que du coup, ton corps dans ta vie quotidienne aussi te remercie pour ça. Et c'est ça que j'aime dans le poids de corps, c'est la performance au quotidien et c'est pour des choses qui peuvent t'aider dans tous les jours. Alors que quand tu fais des trucs avec des poids, bah oui, tu vas pas pousser des poids tous les jours quand tu vas au travail, disons, par exemple. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le poids de corps. Il y a un côté aussi mental, j'imagine, que ça fait aussi un truc… il y a un truc bien peut-être, une certaine récompense mentale de se dire bah, je peux faire beaucoup de choses avec mon corps.
Alors désolé, on a dû faire une petite pause dans notre enregistrement parce qu'il y avait pas mal de bruit autour de nous. J'ai juste envie de donner le contexte de où est-ce qu'on enregistre. On est actuellement à une plage qui s'appelle Bronte Beach avec Alex et du coup on est en pleine nature et c'est un dimanche de Pâques. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent autour et il y a beaucoup de bruit. Donc on espère que vous nous entendez bien. Mais du coup on peut reprendre et je te disais que il y a une certaine récompense de s'entraîner au poids de corps parce que du coup, tu vois à quel point ton corps est performant et tout ce que ton corps peut faire pour toi. Alors oui, il y a une récompense. C'est vrai que de masteriser, de connaître son corps et de le bouger dans la manière dont on le souhaite, c'est quand même cool et c'est une bonne récompense. Après, il est vrai que les gens ont d'autres buts et ça va être de soulever aussi très lourd. Et ça peut être une récompense aussi donc, mentale, parce que les gens vont être contents de soulever très lourd ou d'atteindre le poids qu'ils souhaitaient. Donc c'est aussi pour eux une récompense. Donc à chacun sa pratique, je dirais. Maintenant, ce qu'il faut faire, surtout, c'est écouter son corps. Et si on a un corps qui est douloureux à cause d'une certaine pratique, ça commence à ne plus être une récompense. Donc si on a un corps qui est douloureux et qu'on continue à faire une certaine pratique parce que du coup on a ce mental d'athlète où on continue on va au-dessus de cette douleur, on continue quand même de s'entraîner. Ça peut être de soulever très lourd. En calisthénique, attention, il peut y avoir aussi des blessures parce que l'intensité est quand même très très haute. C'est quand même tenir des positions qui sont pour les articulations, enfin beaucoup de pression, pardon. Donc c'est vrai, on peut se blesser un peu partout dans chaque pratique. Donc maintenant, il est vrai qu'il faut faire attention à son corps. Et pour s'entraîner avec un corps qui n'a pas de douleur, eh ben, il faut revoir certaines pratiques et surtout inclure peut-être d'autres pratiques et connaître un peu plus son corps. Comment on sait que on s'est fait mal pour la mauvaise raison? Parce que tu sais, parfois tu t'entraînes, il y a un truc qui fait un peu mal, du coup tu dis ah non mais c'est parce que j'ai trop poussé, j'étais un peu trop loin, mais c'est pas grave, je vais faire une petite pause et je reprendrai plus tard. Comment on sait que non en fait c'est ton corps qui est vraiment en train de te dire bah non, ce genre d'exercice ça ne me convient pas, je fais autre chose. C'est très dur d'y répondre, mais il faut interpréter la douleur. euh, Chacun interprète la douleur comme il le pense, comme il le veut. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai poussé trop fort. S'il y a une douleur qui me dérange dans mon quotidien, sans que ce soit des mouvements justement à haute intensité, ou juste dans mon quotidien, marcher, ou juste m'accroupir, etc. Donc là, s'il y a une douleur, c'est qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, je pense. Par contre, il ne faut pas non plus en faire une fixette, parce que plus on va y penser, moins ça va passer aussi certainement. Et le cerveau, on va en faire une connexion, elle va toujours chercher pour cette douleur, est-ce qu'elle est toujours là, est-ce qu'elle est partie? C'est comme ça qu'on va commencer à fonctionner et je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de faire partir certainement une blessure. Après, tant qu'une blessure reste musculaire ou tendineuse, on peut toujours arranger ça. Ça peut toujours se soigner. Quand ça commence à être, c'est vrai que les os, là, ça commence à être différent. Euh, et généralement, ça va jusqu'à la chirurgie, quoi, pour ce genre de choses. Ok. On se blesse facilement en exercice de poids de corps, tu penses? On peut se blesser facilement dans toutes les pratiques, c'est vrai. On peut se blesser facilement, souvent en soulevant beaucoup de poids, en voulant aller un peu plus lourd. Ça dépend aussi ce que peut le muscle, lui, il a quand même, il peut s'étirer de cette façon, ensuite se contracter de cette façon, mais il y a des gens qui ne travaillent aujourd'hui pas en full range of motion, on appelle ça, donc je dirais, comment on peut traduire ça? Étendre complètement, oh, je sais pas. Oui, c'est ça, je pense que les gens ont capté l'idée. Ensuite, ils vont leur manquer beaucoup de flexibilité, ils vont leur manquer aussi beaucoup de stabilité. Et donc, et ça, quand on oublie d'intégrer ça, dans tous les mouvements qu'on peut faire, donc peut-être poids de corps ou en soulevant des poids ou toute autre pratique, on peut se blesser facilement, très facilement. Tu viens de parler de flexibilité, je pense que c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'évoquer avec toi parce que je sais qu'aujourd'hui, tu apprends à des gens à devenir de plus en plus flexibles. C'est devenu un truc qui fait partie de ta pratique. Et moi, j'ai découvert la flexibilité ou mobilité il y a quelques années maintenant grâce à une amie
qu'on a en commun d'ailleurs. Et je trouve ça génial parce que du coup, tu te rends encore plus compte de ce que ton corps est capable et j'ai l'impression que tu développes des choses pour ton corps pour le long terme, pour aussi quand tu seras plus âgé, etc. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, j'ai l'impression. C'est pas un truc que moi, on m'a jamais dit, il faut que tu sois flexible, il faut que faut que ta mobilité du corps, elle soit bien pour que tu puisses avoir tes articulations qui fonctionnent, par exemple. On m'a toujours dit, ouais, alors ça, c'est les gens qui sont flexibles, c'est les gens qui font de la gymnastique ou les contorsionnistes. Les trucs tu vois, que tu vois sur Patrick Sébastien le samedi soir avec les gens qui se foutent dans tous les sens et tu dis ah ouais, c'est parce que c'est des gens qui font de la gym, quoi. Mais on m'a jamais dit c'est un truc important à avoir et c'est un truc que tout le monde peut développer de façon différente, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors oui, et c'est très intéressant parce qu'effectivement maintenant donc, je suis coach toujours, mais en ligne, et donc j'apprends aux gens comment travailler sa flexibilité. Et la mobilité, bon, la mobilité, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est vrai que ça devient populaire, mais c'est la façon dont comment bouger ses articulations, comment on peut bouger ses hanches, comment on peut bouger ses épaules, etc. Mais ce qui est très important aussi, effectivement, c'est la flexibilité. Alors pourquoi maintenant aujourd'hui j'apprends ça aux gens? Parce que ça m'a moi aussi sauvé d'une douleur que j'avais au dos, en Ok. bas du dos. Certainement aussi parce que je faisais beaucoup de construction au début d'Australie, j'ai fait du déménagement, je faisais aussi mon sport. Donc tout ça, c'était une, comment dire, Une accumulation de une choses. accumulation de choses. Voilà, j'allais dire une recipe, une recette pour se blesser. Voilà, il y avait rien de bon pour mon corps et j'ai négligé ça pendant tellement longtemps. Donc il n'y avait absolument rien de bon. Et aujourd'hui, je fais tout pour que mon corps aille mieux et puis que je puisse m'entraîner sur le long terme. C'est très important, tu l'as dit tout à l'heure, sur le long terme. Je veux maintenir ça sur le long terme, donc sur toute ma vie. Et je veux être à 60, 70 ans, 80, en très bonne santé, avec un corps flexible et mobile. Et ça, c'est très important, je pense. Et je n'ai plus envie de voir juste le bout de mon nez dans 2 ans. C'est vrai que j'étais très sur la performance. Il y a encore juste 6 mois, 1 an, où je m'envoyais à fond sur mes séances. Donc du coup, j'étais très sur la performance, sans faire attention à ce que mon corps me disait aussi. Par contre, j'ai adoré. J'ai adoré m'envoyer à fond sur mes séances. Il y avait quand même ce plaisir. Donc ça sécrète des hormones. Donc c'est hormone du plaisir toujours, dopamine. Je ne me trompe pas. Du coup, voilà. Maintenant, j'ai mis ça de côté parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert que changer quelque chose, c'est important. Et comme je suis curieux, eh ben, j'ai apporté beaucoup de changements dans ma vie. Donc, la flexibilité aussi, qui du coup, maintenant, j'ai plus mal au dos. Donc, je pense que ça, en grande partie, ça a aidé. Comment tu as fait? Alors, j'ai changé ma façon de m'entraîner. Ouais. J'ai changé ma façon de m'entraîner et j'ai incorporé des exercices qui sont situés sur cette flexibilité. Tu peux nous donner juste un exemple qu'on peut visualiser? Juste par exemple, un exemple d'exercice. D'exercice. Alors, un exercice que j'aime beaucoup, c'est le good morning. Ok. Voilà. Donc, s'il est fait avec une très très bonne forme, effectivement, tu le sens sur toute ta jambe, hein, donc du tendon d'Achille jusqu'à même ton bas du dos. Donc, ça dépend des personnes. Ils vont peut-être le plus sentir à un endroit. Toi, tu vas le sentir à cet endroit, moi certainement à cet endroit, mais voilà, ça va t'étirer vraiment les ischio-jambiers, c'est ce qui est ciblé. Et quoi d'autre aussi? Alors, j'adore le Yushu Bounce. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite à taper sur Google ou YouTube. Ce qui est très intéressant aussi, toujours pour les ischio-jambiers. Donc c'est vrai que les ischio-jambiers, chez beaucoup de personnes, ça va être le muscle le plus stiff, le plus serré, quoi. Voilà, le moins flexible quoi, du corps. Et ce qui peut justement apporter cette douleur en bas du dos, pour ceux qui ont en bas du dos. Voilà. Après, c'est autre chose si c'est le haut du dos ou en milieu, ça c'est notre partie à travailler où il faut justement devenir un peu plus flexible aussi là. Qu'est-ce que tu dis aux gens que tu coaches qui trouvent ça ennuyant? Et là, j'ai l'impression de parler pour moi quand j'ai commencé tout ce qui était mobilité, flexibilité, mais je trouvais ça chiant, quoi, parce que c'est... Alors, j'ai pas du tout envie de dire que c'est chiant parce que ça ne l'est pas. Et en fait, quand vous vous rendez compte de la façon dont votre corps devient de plus en plus flexible, c'est assez incroyable. Mais ouais, c'est des mouvements quand même parfois lents, qui demandent beaucoup de discipline. Donc ça veut dire que même si c'est 5 minutes par jour, tu dois faire au moins les 5 minutes par jour à vraiment étendre ton corps de la façon dont il faut. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé effectivement il n'y a pas longtemps. Du coup, ça c'est ce qu'on a chez nous les êtres humains. C'est tout ce qui est difficile pour nous, on a tendance à l'éviter. On ne veut pas le faire. Par contre, tout ce qui est super simple, alors là, c'est vrai que
on y va à fond et il n'y a même plus de limite en fait. Voilà. Faire la fête, boire, fumer. Fumer, c'est très dur d'arrêter, donc les gens ne le font pas pour ceux qui fument, tu vois, par exemple. Tout ce qui demande un peu d'énergie, il faut le faire et très, très mental, les gens ne le font pas. Et la flexibilité, bah, moi qui en fais beaucoup aujourd'hui, bah, c'est toujours pas, je dirais, un super plaisir, parce que qu'est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait mal? Mais le progrès qu'on a et le reward qu'on a à la fin, La la récompense. récompense qu'on a à la fin est incroyable. Et ça, voilà, là, on a ce côté plaisir maintenant. Sur le moment, non, c'est horrible. C'est l'enfer sur Terre, je suis d'accord. C'est sûr que c'est pas aller faire un développé couché où on sent que nos pectoraux ils sont en pump, on est content. Non, non, non. Là, il faut y aller, il faut aller dans ce côté. Alors, on ne s'étire pas dans la douleur, mais ça va quand même te procurer ce mal, un picotement, une C'est ça. sensation Inconfortable. inconfortable, vraiment très inconfortable. Des fois, dans mes séances, j'en suis presque à lâcher une petite larme pour te dire, mais c'est encore une fois mental. Et aujourd'hui, je coach des gens donc, très souvent qui ont des blessures, qui ont mal quelque part, et ils veulent changer ça parce qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre de cette manière. Mais la seule façon de leur expliquer ça, c'est que voilà, ils vont devoir passer par là, et ils n'ont pas le choix, on n'est plus sur de la muscu pure. Maintenant, il faut faire quelque chose de différent, et il y a des gens qui acceptent le changement, qui y vont à fond. Donc en fait, je peux aider tout le monde qui veut être aidé. Ouais. Qui Voilà. sont OK de changer. C'est ça. Et ça rejoint ce que sur le mental, il faut accepter d'être inconfortable avec l'inconfortable. Il faut accepter d'être confortable avec l'inconfortable. Exactement. Et ça me fait penser à... Moi, je fais beaucoup de bains glacés. Donc, je pense que les gens me connaissent pas mal pour ça. Je fais beaucoup de bains d'eau froide ou de douches froides, etc. Et j'adore. Et j'ai appris à être confortable avec l'inconfortable. Et une fois, j'ai emmené une copine avec moi pour le faire et qui m'a dit, qui est sortie tout de suite et qui m'a dit non mais c'est horrible, tu vois, ça fait mal, ça pique, ça brûle la peau, etc. Pourquoi tu fais ça? Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais en fait, c'est parce que ça te fait mal et que ça te pique que tu arrêtes. C'est exactement à ce moment-là que tu dois continuer. Parce que c'est quand tu outrepasses la douleur que tu arrives à un next level, tu vois, à un niveau supérieur dans ta vie et à un niveau supérieur aussi mental. Et je pense que c'est pareil, certainement pour la mobilité, la flexibilité, mais pour n'importe quoi dans ta vie. Je pense qu'à partir du moment où tu acceptes de faire face à de la douleur ou à quelque chose qui est inconfortable et que tu outrepasses ça, t'arrives à... J'ai l'impression que c'est comme dans Mario, je sais pas, mais tu débloques un niveau, quoi. Tu vois, tu as un truc... c'est bon, en fait, je sais que je peux le faire, je sais ce que ça fait, je connais la douleur, mais je peux aller outre. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur du changement non plus, parce que c'est très difficile de discuter avec quelqu'un qui pratique encore une fois la musculation et de lui dire qu'il faut qu'il change du jour au lendemain et qu'il fasse ça maintenant. Et alors là, il va y avoir un milliard de questions qui va arriver dans sa tête. Est-ce que je vais perdre? Voilà, c'est ça la première question. Du muscle. Okay. Est-ce que je vais perdre du muscle? Est-ce que je vais maigrir? Est-ce que ma masse musculaire va partir? Qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là. Mais il ne va pas aller se poser des questions. Est-ce que ça va être bon pour moi? Pourquoi je n'essayerai pas? Peut-être que ça serait très bien pour moi. Peut-être que ça va m'aider même à retourner sur soulever des poids en meilleure santé, une santé physique, comment on bouge son corps, et à améliorer ses performances. Donc c'est un grand plus au final. Les gens ont peur du changement aussi. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esthétique. C'est qu'on est encore très focalisé sur le côté esthétique, le côté m'as-tu vu, voilà. Le côté j'ai envie que les gens ils me voient, qu'ils me regardent et qu'ils sachent que je fais du fitness par exemple. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là qui est tout le temps ancré, qui est genre non mais de toute façon elle a des abdos, elle est super forte, tu vois. Alors que parfois non, tu vois. Parfois moi je sais très bien que j'ai des gens que je connais qui ont des abdos, qui sont très forts à la salle pour pousser des poids, mais je vais leur dire vas-y cours après ton bus là et qui vont être essoufflés. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce truc-là que j'aimerais qu'on change parce qu'en fait, l'esthétique, pour moi, ne veut pas dire performance. Je pense que c'est ça le truc. Ah, vraiment? Ah, vraiment. Et je suis aujourd'hui, je dirais même énervé de ça. T'as l'air très énervé là. Tu as tout dit. Les gens vont chercher que l'esthétique, mais non, ça ne veut pas dire qu'ils sont forts mentalement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forts physiquement. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'il a des abdos, ou qu'elle a des abdos, qu'elle a de bonnes fesses, que lui, il a de bons pecs, mais ça ne veut rien dire. Au-delà de ça, derrière, il n'y a peut-être rien en fait.
Parfois, c'est la génétique. Parfois, c'est oui, il pousse très bien Ouais. à la salle, mais il n'y a pas ce côté holistique de pratique sportive où vraiment tu pratiques le sport pour que ton corps soit performant. Tu Voilà. pratiques, voilà, parfois c'est la pratique sportive. C'est comme les mecs que je vois à la salle qui se tuent aux stéroïdes ou des trucs comme ça, tu vois, Oh et mon qui Dieu. peuvent pas. Enfin, tu vois, le mec, je vais lui dire, bah, vas-y, cours sur la plage, vas-y, cours un 100 mètres, et le mec, il va être essoufflé, Ah quoi. bah déjà, il va faire une crise Impossible, tu cardiaque vois. parce qu'avec les produits, il augmente ses… Voilà, tu vois. Mais en fait, et j'ai envie, du coup, ça m'amène au sujet dont j'avais envie de parler avec toi par rapport à la nutrition. Parce que du coup, tu as ces gens-là qui parfois ne mangent pas leur apport calorique nécessaire à leur corps, pour le bon fonctionnement de leur corps, mais mangent un apport calorique nécessaire à la bonne esthétique. Donc pour moi, il y a deux choses différentes ici. Et c'est là où parfois ton corps te crie qu'il est fatigué, ton corps te crie qu'il y a un truc qui ne va pas, ton corps te crie que, j'espère qu'on m'entend, on m'entend, Oui, oui. on a bougé le micro. Mais ton corps te montre que, tu vois, pour moi, quelqu'un qui se lève le matin fatigué, ça veut déjà dire qu'il y a ton corps qui est en train de te dire quelque chose. Tu n'es pas censé te réveiller fatigué. Soit c'est parce que tu n'as pas assez dormi, soit c'est parce que tu n'as pas assez mangé la veille, tu t'es pas assez hydraté. Il y a plein de facteurs différents. Et quand on est dans l'optique de l'esthétisme constant, souvent on se sous-alimente, on prend des produits qui ne font pas du bien au corps sur le long terme. Notamment, je pense à des trucs qui peuvent atteindre les reins quand on ne s'hydrate pas assez. Enfin, il y a énormément de choses. Et du coup, après, je pense que le choix, il est à faire. Enfin, c'est vous qui faites le choix. Est-ce que vous avez envie d'avoir un corps bien beau dans le sens musculairement parlant, il y a de la masse musculaire, mais qui performe sur le long terme? Ou est-ce que vous avez envie d'avoir un corps avec 8 tablettes d'abdos, des fesses super bombées, mais incapable de bouger votre corps comme il faut dans votre vie de tous les jours? Alors, je rebondis là-dessus. Effectivement, il y en a, ils vont prendre un tas de compléments alimentaires. Alors, j'en ai pris dans le passé et aujourd'hui, je n'en prends plus du tout. Quand tu dis compléments alimentaires, lesquels par exemple? Ce qui ne compte pas comme stéroïdes, donc ceux qui vont être légalement vendus dans des boutiques. Par exemple, Alors, la créatine, la whey, glutamine, BCAA, etc. Donc, les gens vont prendre ça. Et ça n'aide pas, hein. Les réseaux sociaux n'aident pas du tout déjà, avec tout ce qu'on y voit, etc. Donc le bodybuilding, ça prendra toujours une place énorme parce qu'on a on a des noms, on a Monsieur Schwarzenegger, on a Ronnie Coleman, etc. Il y a des gens qui prennent encore exemple là-dessus. Après, je ne dis pas que le bodybuilding est mal, je dis que c'est leur choix. Ils font un choix dans leur vie en train de se dire que voilà, ils vont peut-être pas vivre très longtemps, ils ont choisi une vie à vivre à 100 à l'heure peut-être, très compétition, monter sur scène, etc. C'est leur choix. Après, est-ce que ces gens ont conscience de leur choix? Parce qu'ils tombent dans une drogue à la fin. À la fin, ils ne peuvent plus arrêter ça. Donc là, c'est comparé à quelqu'un qui prend une drogue très forte, mais qui n'arrive pas à s'enlever de ça, malheureusement. Parce que le physique va prendre tellement de place chez eux que dans leur tête, ils vont devenir presque fous et malades si ils perdent un petit peu en muscle. Ensuite, est-ce que c'est une vie aussi, effectivement, de se réveiller et de se dire tous les jours, j'ai un régime alimentaire à suivre, je dois prendre en masse, je dois sécher. Est-ce que c'est une vie de se dire que je vais manger 6 fois par jour? Le temps que tu perds à manger 6 fois par jour, déjà à t'installer à ta table, cuisiner, etc., c'est un temps monstre. Est-ce que c'est facile à tenir sur le long terme de manger 6 fois par jour? Non, pas du tout. C'est impossible. Et le corps, il n'aime pas ça du tout. Donc encore une fois, c'est un choix. Au bout d'un moment, on peut avoir d'excellentes performances, progression, en ayant un bon, comment dire, en étant sain, très sain. Mais ça, c'est sûr, à 100% en fait. Donc c'est vrai que les professionnels aujourd'hui qui vivent de leur sport ont un coach depuis très longtemps. Donc généralement, les vrais professionnels qui sont connus ou qui en vivent de leur sport, ils ont commencé très jeunes. Donc ça, c'est un fait. Et ils ont toujours été coachés. Et ils ont toujours eu les meilleurs, certainement, coachs ou les meilleurs services derrière qui allaient avec. Et croyez-moi que dans leur training, ils ont de tout. Stabilité, flexibilité, force, etc. Donc ça, voilà. Nous, on est monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se situe sur que ce qu'on veut voir et sur le physique. Parce que voilà, on est à la plage et on veut être beau, on veut être belle. Mais à côté, c'est vrai que le corps, s'il n'est pas fonctionnel, non, ça ne sert à rien. Et je pense qu'il y a aussi le côté relation mentale, relation sociale.
Parce que, évidemment, quand tu as un régime alimentaire très strict, tu te coupes du monde. Oh mon Dieu. Donc mentalement, c'est très difficile aussi. Et je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais ça peut t'emmener dans une spirale très négative. Tu peux avoir vraiment des pensées négatives, tu peux avoir des moments très difficiles. Et plus tu te coupes du monde et tu te distances de tes proches, plus tu vas être seul. Est-ce que c'est ça la vie que tu veux? Une vie où tu es seul mais tu as un beau corps, un beau physique d'athlète? Est-ce que tu penses vraiment que sur le long terme, ça va t'apporter du bonheur? Et tu vois, je pense que le bodybuilding, je le respecte beaucoup parce que je pense que mentalement, ça doit être très difficile de faire tout ça. Je pense que c'est un truc que tu peux faire une fois dans ta vie, voilà, pour l'expérience, pourquoi pas. Tu testes le truc, tu vois les limites de ton corps, tu testes les produits si tu veux, tu connais au moins et tu vois tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Tu connais parce que tu l'as fait, top. Mais après ça y est, tu vas sur un nouveau niveau de ta vie. Et tu fais d'autres trucs, et tu essayes d'autres trucs pour ton corps, tu vois ce que je veux dire? Et au moins, tu reviens à ta vie sociable, et mentalement, ça va. Parce que je pense que c'est pas tenable mentalement de vraiment... Tu vois, les gens qui sont tout le temps en période de prise de masse sèche, mais combien de fois déjà tu joues avec ton corps, c'est un peu le yo-yo, et combien de fois tu joues avec tes proches? Parce que je pense que c'est compliqué de tout le temps dire « Bah non, je peux pas venir parce que j'ai mon régime alimentaire. » Bah non, mais de le faire ça, genre sur des années. Tu vois, je parle pas sur une fois où tu as vraiment une période avec une compétition, et là je comprendrais, vraiment. Mais quand tu fais ça toute ta vie, est-ce que c'est la vie que tu veux? Je pense que c'est ça la question. Est-ce que c'est la vie que tu veux pour toujours? Et figure-toi que je l'ai fait. Je l'ai fait pendant bien 2 ans, il me semble. Donc de suivre une diète. Mon but, ça a toujours été prendre de la masse parce que j'étais plutôt fin à l'époque. Et je l'ai fait pendant 2 ans en étant strict. Donc si je parlais à moi-même 10 ans en arrière, donc là si je rencontre mon moi 10 ans en arrière, je pense que je ne me serais même pas écouté. J'aurais pas écouté la version 10 ans après dans le futur. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Parce que tu étais complètement dans une spirale complètement dans ce que je fais, c'est bien. Okay. Je suis même en très bonne santé, j'en suis sûr. Okay. Je prenais un tas de compléments alimentaires. Je mangeais 6 fois par jour. Je me rappelle, on est parti en vacances avec la famille. Et en plus, on est parti à Dubaï, donc super vacances quand même. Tu vois, c'est peut-être pas tout le monde peut partir à Dubaï, donc c'était génial. Et j'étais le seul quand même qui disait j'ai faim, faut que je m'entraîne. Ouais, ça devient très mauvais. Donc il faut. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter tout ça après 2 ans? Ah, l'Australie, quand je suis parti ma première année en Australie, c'est vrai que j'ai mis ça de côté du coup pour plus profiter un peu du côté voyage et de me dire voilà Alex, tu vois, tu peux souffler. C'est pas grave si tu loupes 2 jours à la salle, même une semaine d'ailleurs, même une semaine et demie. Après, je pense pas avoir vraiment loupé dans ma vie 2 semaines d'entraînement. Je pense pas parce que c'est quand même quelque chose qui fait partie de moi. Et aujourd'hui encore plus même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de m'entraîner tous les jours, mais d'une meilleure manière, surtout sans me blesser. Et parce que je trouve que de 10 à 1 heure à 1 heure et demie, peu importe le temps qu'on a, c'est important de bouger tous les jours son corps. Ne pas juste faire des mouvements du quotidien sans réfléchir, mais de faire des mouvements quotidiens en utilisant notre tête, en utilisant nos muscles. Donc voilà. Mais avant, c'est vrai que j'étais là, loupé 2 jours, je pouvais demander à mon ex-petite copine, est-ce que j'ai perdu? Oh là là, mon Dieu! Ça part dans un truc, ouais, ça devient très nocif. Et narcissique. Et narcissique. Et pas pour les bonnes raisons, puisque, enfin, ouais, du coup, tu t'entraînes, etc., pas pour les bonnes raisons, puisque ça devient que sur le culte de ton corps, etc., etc. Mais je veux juste rebondir sur un truc que tu as dit, c'est OK de ne pas s'entraîner pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. En fait, je pense que c'est complètement OK. Même moi, j'ai été comme toi aussi, j'ai eu cette période où j'étais la fille qui était tout le temps sur le cardio, il faut absolument que je brûle des calories, il faut tout le temps que je bouge, et il faut que je fasse ça tous les jours, et si je pars en vacances, il faut... Et puis un jour, je suis partie en vacances pendant 2 semaines et j'avais aucune possibilité d'aller à la salle de sport. Je pouvais marcher, donc j'explorais, je sais plus où j'étais, mais on explorait, on faisait, voilà, on bougeait, etc. Et en fait, je suis rentrée, j'ai perdu genre, je sais pas, 2 ou 3 kilos. Tu vois. Juste parce qu'en fait, mon corps allait bien, juste parce que mon corps était, voilà, j'ai perdu du muscle, certainement, j'en sais rien ce que j'ai perdu. J'ai perdu du poids, mais mon corps était bien, tu vois, j'étais relaxée, j'étais pas fatiguée, j'étais énergétique en rentrant et j'ai pu reprendre mon training, mes entraînements correctement après ça. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'est pas le nombre de fois où tu t'entraînes, c'est la façon dont tu t'entraînes. Et s'entraîner, ça ne veut pas simplement dire aller à la salle et pousser des poids. Ça veut aussi dire aller marcher pendant, tu vois, faire plusieurs kilomètres de marche à explorer la ville quand tu es en voyage quelque part. C'est ça aussi s'entraîner. Je pense que c'est juste bouger ton corps. À partir du moment où ton corps bouge, où tu n'es pas juste assis sur ta chaise toute ta journée et tu vas faire juste une marche,
c'est ça déjà, s'entraîner. T'entraînes ton cœur, t'entraînes ta tête, t'entraînes ton corps. C'est ça, s'entraîner. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vais rajouter aussi que c'est vrai que du coup, tu soulèves aussi beaucoup de poids à la salle de Oui. sport. Voilà. Et il se moque de moi, Alex. Et que je soulève des poids. pour dire que naturellement, le corps, si tu t'arrêtes de t'entraîner et que tu as donc soulevé ces charges, même si c'est pendant X années, ton corps, lui, n'a pas besoin d'avoir autant de masse musculaire naturellement parlant, je dirais. Ok? Parce que lui, ça lui demande quand même un peu plus d'apport en nutriments et ça lui demande aussi plus d'afflux sanguin. Donc pour lui, c'est de l'énergie. Donc par exemple, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, avoir un peu plus de muscles, d'en construire plus, ça peut l'aider à perdre du poids sans qu'il ait besoin de faire zone to cardio, marcher longtemps, etc. Le muscle va prendre le dessus parce que ça te demande aussi plus de calories. Enfin, ça va brûler plus de calories d'entretenir ces muscles-là, donc ça peut faire perdre du poids. Donc effectivement, si tu t'arrêtes de t'entraîner pendant X temps, naturellement, le corps va éliminer cette masse musculaire qu'il n'utilise plus. Soulever de poids, ton corps il va vouloir rendre la tâche facile. Donc si tu prends un jour les 12 kg, il va s'habituer, ça va devenir facile, tu vas grimper aux 16 kg. Ça va devenir facile, tu vas grimper aux 20 kg, etc. Donc si ça devient facile, ça veut dire que tu développes un peu de force, tu prends un peu plus de muscles. Tu arrêtes d'en faire du jour au lendemain pendant 6 mois. Pourquoi ton corps garderait tout ça sur lui, qui te rend quand même un peu plus lourd en soi, qui lui demande un peu plus d'énergie aussi. Donc voilà, c'est pour ça que tu vas perdre un peu certainement en graisse ou en muscle. Mais ce n'est pas un mal, ça fait partie de la vie, c'est le cycle naturel du corps. Et puis ensuite, quand tu t'entraînes à nouveau, tu récupères, puis c'est tout. Maintenant, ce qui est bien effectivement dans le poids de corps, parce que tu disais que tu n'avais aucune possibilité de t'entraîner, et là, je vais réagir, c'est faux. Parce que tu peux faire du poids de corps. Si tu es en vacances et que tu n'as pas vraiment envie de faire des mouvements, tu peux le faire pendant 10-15 minutes, ou si tu préfères vraiment te reposer, profiter pleinement de tes amis ou de tes vacances, tu ne le fais pas, c'est un choix. Mais on peut toujours s'entraîner, on peut toujours faire des mouvements, et en plus, si on pratique la flexibilité, eh ben, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer 10-15 minutes aussi avant d'aller visiter le pays où tu vas en vacances, ce qui est très important. Comme ça permet d'avoir un corps qui bouge toujours d'une manière saine et échauffée et bien. Maintenant, j'ai appris, donc maintenant, je sais le faire et je peux le faire. Mais oui, tu as totalement raison. Complètement. On peut s'entraîner partout, tout le temps, n'importe comment. N'importe comment. Pas n'importe comment. Mais ce que je veux dire, c'est sans équipement. Parce que souvent, les gens, ils sont là, ouais, mais j'ai pas d'équipement à la maison, je peux pas faire de sport, c'est trop compliqué. Non, en fait, prends tes baskets, va faire une marche déjà. Voilà. Exactement. Et je pense que ça peut être. Parfois, j'arrive et j'ai l'impression d'être très rude en disant les choses. Mais en fait, moi, personnellement, ce qui m'énerve, tout à l'heure, il y avait un truc qui t'énervait. Moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui se bougent pas et qui se plaignent après d'être fatigués, d'avoir des blessures, d'avoir une vie misérable, etc., etc., etc. Je pense qu'il y a des pratiques et des habitudes qu'on peut mettre en place dans sa vie quotidienne qui sont très faciles. De prendre ses baskets et aller faire une marche de 5 minutes autour du pâté de maison, c'est très facile. Et de le faire ça tous les jours, on voit un impact que ça a sur le mental. Et du coup, ça m'énerve, ça ne devrait pas, mais ça m'énerve parfois, d'avoir des gens comme ça qui, en fait, qui se plaignent. Et qui restent dans cette spirale négative de bah, ça va pas, c'est parce que mais non mais tu comprends pas Mel, j'ai pas le temps et puis ci et puis ça. Ouais mais en fait il faut prioriser. Vous avez qu'une seule vie, je pense, on a une vie. Un seul corps surtout. Et un seul corps. Et si on peut pas prendre soin de soi 2 minutes par jour, au moins pour ça, comment est-ce qu'on peut avoir une vie sur le long terme qui sera meilleure, tout simplement. C'est inadmissible de se plaindre. C'est vrai, c'est inadmissible de se plaindre et moi, je ne transmets pas le message en disant aux gens il faut que vous aimiez faire du sport. Non, parce qu'il y a des gens qui vont dire je n'aime pas courir, je n'aime pas faire de la muscu, ou je n'aime pas faire du poids de corps, ou tu nous les brises avec ton poids de corps, peu importe, tous les entraînements. Mais c'est pas ça le message. Il faut pas non plus juste faire quelque chose parce qu'on l'aime. Il faut faire quelque chose pour se dire que c'est bien de le faire pour sa tête, son corps, et c'est ça qu'on veut. Il faut mettre de côté le non, je n'aime pas. Mais d'un côté, tu le payeras un jour, ce non, je n'aime pas. Donc, fais-le, au moins pour toi, si ce n'est pas pour toi, pour ta famille ou pour tes amis. Voilà. Et apprends à être confortable avec l'inconfortable parce que c'est ce qui te fera du bien sur le long terme. C'est ça. C'est ce qui te permettra de vivre une vie meilleure et avec plus de pouvoir sur toi-même.
Et pour améliorer ça, il faut juste mettre en place certaines choses qui sont faciles à garder sur le long terme surtout. Et ne pas commencer quelque chose qui sera impossible de garder sur le long terme. Parce que alors là, c'est très frustrant et ça ne sert à rien. Ce n'est pas bon. Donc il ne faut pas se mettre des morning routines à tire-larigot avec 5 millions de choses à faire dès le matin. Parce que déjà de une, tu vas peut-être finir à 11 heures. Mais juste mettre en place 2 choses qui peuvent vous aider le matin à maintenir sur le long terme et qui peuvent vous faire du bien. Ça peut être se lever et tout de suite aller peut-être dehors, marcher, prendre un peu le soleil. Ou s'il ne fait pas beau, faire quelques mouvements à la maison ou alors peut-être écouter un podcast avec des informations ou éviter de se lever effectivement aussi avec son téléphone et de tout de suite taper dans les réseaux sociaux parce que alors là, ça c'est inadmissible aussi. Et ça, je ferai la guerre toujours aux gens qui font ça. Mais les gens, des fois, qui te disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport à cause du travail, etc., et qui te montrent combien de temps ils ont passé devant leur téléphone, ils arrivent à 10, 6, 7, 8 heures, etc. Là, ça devient effectivement très grave et ça ne vous apportera rien en fait. Ce temps que vous passez sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, ne vous a rien apporté. Mais dire je n'aime pas faire des mouvements, mais si vous faites des mouvements, ça va vous apporter quelque chose. Donc ça, c'est très intéressant. Mais Maintenant, non, mais, ouais. pour la nutrition. Ouais. Aussi d'ailleurs, je vous en parle et je vais vous partager mon expérience parce que ça fait du coup 2 semaines aujourd'hui, donc c'est bien d'en parler. Peut-être que si j'ai l'occasion un jour de refaire un podcast avec Mel, ça sera encore plus loin dans le temps. Mais j'ai commencé un jeûne intermittent qui aujourd'hui m'apporte beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc j'avais peur de perdre du poids parce que je suis quand même quelqu'un déjà de faim. Mais quand j'ai commencé, j'ai pas eu cette peur d'un côté parce que je me suis dit je le fais pour ma santé encore une fois et j'accepte le changement. Je mangeais, j'ai toujours quand même maintenu cette alimentation dans ma journée où je mangeais 3 fois par jour, donc le petit déjeuner, le lunch et le dîner. Et j'avais aussi quelques snacks dans ma journée. Comment tu définis le jeûne intermittent exactement? Alors je le définis, moi je fais… C'est quoi la question Qu'est-ce que ça veut dire jeûne intermittent? Ah oui, pour les jeûne gens qui- intermittent. En fait, on va dire que je me restreins de manger. Tu diminues le temps où tu peux manger dans ta journée. C'est peut-être plutôt ça? Non, je l'allonge. Tu l'allonges. Tu diminues. Non. Alors, ok. Par exemple, avant tu prenais petit déjeuner, déjeuner, dîner. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu as 2 repas? Voilà, Ok. et aujourd'hui, donc, j'ai 2 repas. Donc, Donc- par exemple, avant, j'avais plutôt le petit déjeuner. Ouais, mais là, tu as diminué du coup ta fenêtre où tu peux manger dans ta journée. Tu vois ce que je veux dire? En fait, Oui, voilà. ok, Tu commences ton premier repas de la journée, il est à midi, c'est ça, et ton dernier repas, il est à 20 heures 20 par heures. exemple. Voilà. Et après Mais ça, après, j'ai augmenté ma… oui, Voilà, la fenêtre où tu ne manges pas. Où je ne mange pas, c'est ça. Où tu fastes, où tu jeûnes. Oui. C'est ça le jeûne intermittent. Donc exactement. en gros, c'est que de midi à 20 heures, tu peux manger. Et normalement, tu manges quand tu veux, ce que tu veux. Toi, tu as décidé de faire 2 repas, très bien. Et après, la fenêtre de jeûne, elle est de 20 heures jusqu'au lendemain midi. Donc ça fait Exactement. c'est combien de 16 heures à peu près. Ok. Donc ce qui est très connu aujourd'hui, c'est le 8-16 heures. Voilà. Donc Ok. par exemple, midi, ensuite je mangerai que 8 heures après, donc 20 heures, et après tu remanges que le lendemain, C'est midi ou 13 heures. Exactement. Après, il ne faut pas non plus être super strict, il ne faut pas non plus en faire une religion. On a quand même une vie sociale, donc ça ne peut pas toujours arriver à ces heures-là, etc. Ou peut-être qu'on va s'accorder un snack, parce que du coup, voilà, si Mel elle me dit un jour, bah, viens, on va manger un açaï ou peu importe, je ne peux pas dire, ah non, je fais mon jeûne intermittent. Mais qu'est-ce que m'a apporté le jeûne intermittent aujourd'hui? Donc les 4 premiers jours, c'est vrai que j'ai eu faim le matin, parce que c'est vrai que je me levais tout de suite et je prenais mon petit déjeuner. Donc j'avais faim, mais je contrôlais ça en me disant que je fais un jeûne intermittent, donc c'est normal, et je savais que j'allais avoir faim. Et puis, passé ces 4 premiers jours-là, j'ai commencé à ne plus avoir faim. Donc Ok. ça, c'est bien. Ensuite, je n'ai pas perdu de poids. Donc ça, c'est très important aussi de le dire. Et je n'ai pas perdu non plus en masse musculaire. Donc, et je n'ai pas non plus fait une fixette là-dessus. Mais ce que moi, j'avais plus peur, c'était plus ma force à l'entraînement, alors qu'au final, je l'ai gardée. Donc, si je garde une force ou même je m'améliore, ça veut dire que mon corps, il est là, il est présent, que mes muscles sont là aussi, ils répondent bien. Donc, ça m'a apporté quoi? Les bénéfices sont les suivants. Je suis plus concentré au travail, j'ai plus d'énergie dès le matin. Avant, je prenais mon petit déjeuner. Qu'est-ce qui se passait? J'étais déjà fatigué. Des fois, je pouvais même aller me recoucher limite. Ok. Ah ouais. Alors que je suis quelqu'un qui se lève tôt, je dors quand même plutôt bien. Je fais mes 7-8 heures.
Mais des fois, après mon petit-déj, j'avais déjà envie d'aller dormir. Mais tu sais que ça dépend de ce que tu mets dans ta bouche au petit-déj, tu vois. Certainement. Parfois, ça te donne un pic d'insuline et c'est ça qui te donne envie de la fatigue, en fait. Certainement. Et en plus de ça, des fois, juste après le petit-déj, que je pouvais faire, je pouvais aller directement aux toilettes aussi. Tu vois. Donc c'est peut-être Très que le glamour. transit, peut-être Très que le glamour transit, sur le podcast. le transit te dit quelque chose au final. Et donc tout ça a changé. Donc j'ai plus d'énergie parce que déjà l'énergie que je n'utilise pas à digérer ma nourriture, je l'utilise autrement et ça se sent, ça se voit. Donc voilà, je n'ai plus faim. Quoi d'autre? Par contre, je me fais des bons repas, effectivement. Je me fais des bons repas et ça me force aussi à manger des bonnes choses et non pas peut-être de la nourriture transformée à tire larigot que je quand même mangeais beaucoup avant. Je dirais que j'étais vraiment pas très sur l'alimentation. Je mangeais un petit peu ce que je voulais. Ouais. Maintenant, bon voilà, Mais c'est normal, je pense que c'est normal. oui, c'est normal. Mais maintenant, c'est vrai que mes repas sont très bons avec des très bons produits. Et ça me plaît comme ça, c'est très bien. Et je m'accorde toujours un petit plaisir si je veux à mon lunch ou à mon dîner. Ou par exemple, hier, voilà, je suis allé chez des amis. Donc j'ai mangé des petits snacks, ce qu'il y avait, et j'ai coupé mon fast d'un côté. Mais voilà, sur 2 semaines, j'ai plutôt bien tenu mon fast. Et comme je compte le maintenir à vie, ça ne m'embête pas de temps en temps de couper ça. Après, effectivement, on peut aller plus loin dans le fasting. Donc sur le jeûne intermittent, on peut aller jusqu'à 24 heures, 36 heures, 48 heures sans manger. Donc ça a d'autres effets bénéfiques. Mais ça, à le faire, je pense, je ne l'ai pas encore expérimenté moi-même, mais c'est vrai que la semaine prochaine, je vise le 24 heures. Donc un repas dans la journée et attendre le lendemain. Mais si on veut se lancer sur le 48 heures, 72 heures, ça, je dirais peut-être trouver un bon moment pour le faire. Donc une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois pour essayer. Et apprendre à le faire, parce qu'il y a des façons Et différentes. certainement apprendre à le faire. Donc voilà, on pourra en parler plus tard. Je trouve ça génial. Bravo de le faire. Bravo parce que c'est pour faire du bien à ton corps. Et ça fait extrêmement du bien à mon corps. Exactement. Moi, j'ai commencé le jeûne intermittent aussi, ça fait déjà 1 ou 2 ans de ça. Mais du coup, pas de la même manière que toi. Et c'est pour ça que j'ai envie de donner aussi mon expérience. Parce que pour les femmes qui nous écoutent, il y a les hormones qui rentrent en jeu aussi. Et du coup, nous, si on a faim le matin, parfois on ne peut pas pallier cette faim-là. C'est normal. C'est nos hormones qui jouent et on a besoin de quelque chose. Donc moi, je fais un jeûne intermittent entre 12 et 14 heures de fenêtre de tir, comparé à Alex qui a 16 heures où il jeûne. Moi, j'ai entre 12 et 14 heures. Et pourquoi je dis 12 et 14 heures? Parce que, exactement comme il a dit, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même ma vie sociable. J'ai quand même une vie qui change tous les jours. J'ai quand même, j'ai pas envie de me restreindre à manger que à certaines heures. Parce que, comme tu l'as dit, Alex, c'est pas une religion. C'est aussi, ça fait partie de ta vie et ça fait partie de ton lifestyle. Et quand tu veux faire rentrer ça dans un lifestyle, tu sais qu'il y a quelques règles à suivre. Donc, tu sais que tu vas jeûner pendant un certain temps, mais après, tu adaptes. Et le fait d'adapter le plus tu adaptes dans ta vie les choses, je pense, le plus tu es fort mentalement et tu construis une espèce de résilience. Parce que tu peux t'adapter à n'importe quelle situation de la vie après. Et je ne parle pas que par rapport à la nourriture, je parle par rapport à tout. C'est-à-dire que tu deviens un peu plus patient, tu deviens plus calme, tu deviens plus discipliné aussi parce que tu as compris qu'il y avait des règles à suivre, etc. Et je pense que ça peut s'appliquer après partout dans tous les domaines différents de ta vie. Donc c'est pas simplement un jeûne intermittent pour te faire du bien à ton corps, mais c'est vraiment pour ton mental et pour une meilleure qualité de vie aussi. Et du coup, ce que je disais, c'est que en tant que femme, on a des hormones et on a des choses qui fonctionnent différemment qu'un homme dans notre corps. Donc si vous êtes avec un copain, par exemple, en tant que femme et qui fait un jeûne intermittent, c'est normal que vous n'allez pas avoir la même réponse au jeûne intermittent. Et je pense que c'est important de le dire. De la même manière pour le sport. Parfois, un mec, il peut vous faire des trucs incroyables et une meuf peut faire aussi des trucs incroyables. Mais s'ils ne font pas les mêmes choses, c'est normal. On est construit différemment et je pense que c'est important de le dire parce que souvent les gens l'oublient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se supplémentent énormément en produits parce qu'ils veulent être pareils que leurs voisins ou voisines. Mais on n'est pas fait de la même manière et c'est important de le dire. Et moi, le jeûne intermittent, ça m'a permis aussi de me reconnecter avec ma faim. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois avant où je pensais que j'avais faim, tu vois, tout le temps j'ai faim. Mais en fait non, c'était de la soif. Et aussi me montrer que tu ne vas pas mourir si tu manges un petit peu plus tard que prévu. C'est ça. Alors que parfois on est très, tu vois, j'ai super faim, je vais mourir là, j'en peux plus. Et apprendre à patienter et faire patienter sa faim, ça nous fait comprendre que non, ça va bien se passer. Et parfois tu savoures encore mieux aussi tes repas quand tu attends. Oh oui. Ah oui, je savoure mon lunch et mon dîner. Mais il est vrai aussi qu'on a été habitué comme ça depuis qu'on est bébé. Ouais. Bon, après c'est différent, on est bébé, on a besoin de grandir, une croissance.
Mais si on regarde aussi le monde animal, et j'espère que je ne vais pas trop me perdre, c'est pas comme s'ils avaient accès à la nourriture quand ils le voulaient. Il y en a qui il faut qu'ils chassent sans arrêt, et puis si ça tombe, ça tombe, si ça tombe pas, ça tombe pas. Et nous, avec la production intensive aujourd'hui et les restaurants partout, on a accès à la nourriture tout le temps. Est-ce que nous sommes faits pour manger autant? C'est un gros non, je pense. Je n'ai pas la science infuse, mais pour moi, c'est un gros non. Après, j'ai commencé qu'il y a 2 semaines, hein, les amis, donc je vous dis ça, effectivement, mais je mangeais tout autant que vous, certainement. Mais en ayant fait ce changement et en le faisant, effectivement, on se rend compte que cette faim-là disparaît déjà de une, donc on n'a pas besoin d'autant. Et c'est pas bon d'avoir accès à autant de nourriture comme ça quand on veut, en fait. On peut manger vraiment quand on veut. Et je pense pas que nos ancêtres, il y a très longtemps, avaient accès à autant de nourriture qu'aujourd'hui. Et ils survivaient. Ces gens-là survivaient, ils mangeaient beaucoup moins que nous, et puis ils allaient certainement très bien. Alors les gens, ils vont répondre, oui, mais Alex, on vit aussi plus longtemps aujourd'hui. Alors ça, il y a la médecine qui joue, il y a la science qui joue. Aujourd'hui, il y a des médicaments, il y a des vaccins, il y a de la chirurgie pour nous sauver s'il se passe quelque chose. Attention, moi, je ne suis pas pour les médicaments. Je n'en prends jamais. Ça va faire peut-être 10 ans ou peut-être même plus que je n'ai pas pris de médicaments, ou peut-être peut-être un ou deux dans ces 10 années-là, tu vois. Je ne suis pas du tout pour ça, parce qu'on a besoin, notre système immunitaire est là pour ça. Il a besoin aussi d'être fort, il a besoin de combattre tout ce qui nous entoure. Et au plus les gens prennent ces médicaments-là déjà, au plus ça nous affaiblit ceux qui n'en prennent pas, parce que du coup tout ce qui est bactéries, virus s'adaptent et deviennent de plus en plus fortes. Donc moi je risquerais de tomber malade aussi, alors que j'ai jamais pris de médicaments, mais le monde voilà, il y a du monde qui nous entoure, et les gens vont trouver simple de prendre un médicament pour faire passer un mal de tête. Et ça, je trouve ça waouh, je trouve ça dingue. Donc voilà, pour reparler de la nourriture, effectivement, nous ne sommes pas faits pour manger autant. Donc faites un choix. T'en as la preuve parce que tu vois bien que ça t'apporte du bien à ton corps et que tu as plus d'énergie et que tu te sens mieux. Exactement, et surtout le plus important qui m'apporte beaucoup, c'est que moi j'ai besoin de voir de la progression dans mon sport. J'ai besoin de progresser, c'est normal, parce que si c'est platonique, je dirais bon là, comment ça se fait que je ne progresse pas dans quelque chose. Donc si vraiment ça m'avait aussi atteint dans le sport que je fais, je me poserais des questions, je me dirais peut-être que j'ai besoin moi de manger un peu plus avec l'activité sportive que je fais, mais au final non, pas vraiment. Au final, pas du tout. Et puis, si tu vois ceux qui mangent peut-être le plus dans ce monde, au final, seront les bodybuilders. Parce que pour eux, ils vont allier pousser des poids, nourriture, et puis après, tu as des gros bébés qui utilisent des produits et qui vont donc encore plus augmenter leurs calories, leurs protéines, etc. Donc, eux, déjà, ils mangent pour 6. Est-ce que c'est bien pour la planète? Non plus. Parce que petit côté planète, on peut placer ça. Je suis pas le plus comment dire, le plus respectueux, le plus certainement, vert, le plus vert, voilà. Mais quelqu'un qui mange pour 4, alors qu'à la côté il y en a qui n'ont pas trop accès à ça, c'est voilà. Ouais. Donc bon, maintenant on est plongé là-dedans, hein. On allume notre télé, on peut regarder des compétitions de sport, et nous on est spectateurs. On va regarder sur Insta quelqu'un qui va soulever une demi-tonne en faisant un deadlift. On va être là, oh waouh, donc pour les spectateurs c'est super bien, pour celui qui le fait, l'athlète, oh là là, gros danger. Bon, mais c'est pas grave, parce que nous on va l'applaudir, donc c'est à double facette. Et pour lui il va être content parce que nous on va l'applaudir, puis il va être connu pour ça. Mais derrière il joue le jeu, il va certainement perdre, mais voilà, il aura joué, peut-être qu'il sera content et heureux comme ça dans sa vie aussi. Mais voilà, il faut faire attention. Donc oui, c'est ceux qui consomment beaucoup plus de nourriture vont être ceux qui vont pousser des poids. Exactement. Et je dirais que la meilleure étude que vous pouvez entendre, c'est celle que vous faites sur vous-même. Je pense que tous les corps sont faits différemment. Il y a plein d'études scientifiques sur plein de régimes différents, sur plein de façons de manger, sur plein de façons de faire de sport, etc. C'est ça. Mais je pense que la meilleure étude que vous pouvez avoir, c'est celle que vous faites sur vous-même. Et pour la faire, il va falloir apprendre à faire des choses différemment, à accepter le changement et à accepter… À accepter le changement, c'est le meilleur, parce que les gens aujourd'hui n'acceptent pas le changement, ils ont du mal avec le changement. Donc il faut faire et être curieux. Être curieux aussi. Être très curieux. Mais je pense que les gens n'acceptent pas le changement parce que ça veut aussi dire un changement d'identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est que parfois, tu ne veux pas changer parce que tu n'as pas envie que ton identité change. Par exemple, tu es la personne bodybuildée, ok?
si tu commences à changer, tu as gagné plein de prix, tu as été vraiment sur les podiums, etc., et tu commences à changer et tu deviens une personne qui fait du yoga. Ça veut dire que tu acceptes de changer complètement ton identité. Ça veut dire qu'il va falloir que tu acceptes le regard des autres sur toi. Il va falloir que tu acceptes que tous les gens qui étaient fans de toi pendant ton bodybuilding, d'un coup, ils vont devoir faire du yoga. Il va falloir que tu acceptes la critique. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour ça que le changement est difficile. Mais pour n'importe quoi. On parle de sport aujourd'hui, mais pour n'importe quel truc. Alors, tu es en train de dire que le changement peut être difficile à cause de l'avis des autres personnes. Pas que la vie. Parce que si tu as envie de changer, la vie des autres, mais aussi la vie que toi, tu vas avoir sur toi-même. Parce que ça veut dire que tu as quand même vécu des années à te dire « Ok, je suis une bodybuildeuse, j'ai ce mental, je suis comme ça et c'est comme ça qu'on fait quand on est… » Tu vois ce que je veux dire? Tu changes tes habitudes, tu changes beaucoup de choses. C'est ça là où c'est important d'être curieux et de changer des choses. Je suis d'accord. Il ne faut pas être non plus de tout de suite changer aussi drastiquement quelque chose, de passer à ça d'un coup en fait. Je suis complètement d'accord. Et je pense qu'il faut aussi se dire que l'identité que tu as un jour au temps T, c'est pas ton identité pour toute ta vie et que l'identité change de par tes expériences, de par les situations, de par les gens que tu rencontres et de par toutes les choses que tu apprends autour de toi, si tu es curieux ou curieuse. Donc, voilà. Ton identité restera la même. Tu restes quand même la même personne, mais en faisant quelque chose de différent que tu avais l'habitude de faire, certes. Donc, par exemple, c'est marrant, j'ai cet exemple qui me rentre en tête. C'est Michael Jordan, parce que j'avais regardé la série donc, The Last Dance, et qui est donc un des meilleurs, qui était un des meilleurs joueurs de basket en son temps, si c'était même pas justement le meilleur, et qui a voulu essayer autre chose et jouer au baseball. Donc il est rentré aussi dans une équipe de baseball. Donc certainement un grand changement pour lui. Il s'est rendu compte qu'il était quand même meilleur au basket au final. Mais il a accepté le changement et puis il voulait faire quelque chose qu'il adorait faire certainement. Et il s'est dit, je suis un grand athlète. Certainement un grand athlète a cette capacité d'apprendre un autre sport. Parce que bon, vous savez que quand on fait du sport, on a la capacité d'apprendre un autre sport assez facilement comparé à quelqu'un qui n'en fait pas du tout. Donc il a accepté, il a fait ce changement, mais effectivement, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas être aussi connu au baseball que ce qui va être au basket. Donc il est retourné aussi au basket. Je ne sais plus si c'était baseball pardon, ou golf, mais je crois que c'est… Je me trompe, mais un des deux. Voilà, ça sera golf On a compris l'idée. ou basket. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais quand je dis changement d'identité, c'est vraiment ça parce que, par exemple, toi, le Alex d'il y a 5 ans, c'est pas le même que le Alex d'aujourd'hui, on est d'accord? À quel niveau? Sur tous les niveaux, sur la façon dont tu réfléchis, sur peut-être ta façon d'être plus patient ou moins, sur ta façon de vivre, sur ta façon de voir la vie, sur ta perception de la vie. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement. Mais toi, le Alex, ta soul, si tu veux, ton esprit, bien sûr que c'est le même. Parce que tu es né avec cet esprit-là, tu vas mourir avec cet esprit-là. Ouais. Mais ton identité, c'est ce qui te définit dans tes situations, tes actions, tes expériences de vie. Tu vois ce que je veux dire? Et ton identité, elle change au cours de ta vie à travers ce que tu vis. Alors c'est vrai, on m'appelait le fêtard, donc effectivement, j'ai perdu cette identité de fêtard. Exactement, c'est ça mais je n'ai pas mis mais ton esprit est le même, bien sûr. Sur le côté, je peux toujours faire la fête. Bien sûr, mais c'est plus la même. Ok, je vois. On t'appelle plus juste pour venir faire la fête et tu vas prendre des trucs. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est dans ce sens-là. Ok, c'était une super longue discussion, mais très très intéressante. Est-ce que tu as kiffé? J'ai adoré. J'ai adoré ça aussi. Du coup, tu disais que tu es coach en ligne. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils sont intéressés de bosser avec toi? Alors les gens peuvent me trouver sur mon Instagram et je m'appelle donc The Eyebright Guy. Je mettrai ça en description. Sur Instagram. Et si vous voulez savoir quel est mon but à moi d'ailleurs, mon objectif ultime, on ne veut pas savoir. C'est de devenir l'athlète le plus complet. Et ça, de ma propre opinion et vision de ce qu'est un athlète complet. Voilà, c'est mon ultime goal. Et ça veut dire quoi un athlète complet pour toi? Alors, je mixe du coup effectivement l'endurance, la force, la flexibilité. Donc, c'est ça pour moi l'athlète le plus complet, de ma vision des choses. Voilà. Je ne serai pas l'athlète le plus complet où je ne vais pas pouvoir faire tous les sports de la Terre, mais je serai l'athlète le plus complet dans ma discipline. Et du coup, ça sera certainement interminable parce que j'aurai tellement de choses à apprendre tout le temps. Mais c'est ça qui est bien, j'adore apprendre. Et c'est pour ça que je veux que ça dure aussi sur le long terme parce que apprendre tout le temps sans arrêt, c'est génial. Et puis, si un jour j'ai obtenu ça, j'essaierai d'obtenir ça, etc. Donc, ce sera interminable. Mais voilà, mon goal ultime, c'est d'être l'athlète le plus complet. Tu vises ça pour quand?
Quand est-ce que tu vas être l'athlète le plus complet? Tu as une date? Je n'ai pas de date malheureusement. Ok. Mais ça sera sur mon parcours tout au long de ma vie et certainement qu'un jour je dirai voilà, ça y est, aujourd'hui je suis l'athlète complet que je voulais devenir. Et que du coup je vais faire partager ça aux gens. Je te le souhaite complètement. Merci beaucoup Alex pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. J'espère que ça en aura inspiré plus d'un ou plus d'une. Prenez soin de vous et à très vite pour le prochain épisode. Et il y a un dernier truc que je veux rajouter, et je sais que je ne le dis pas souvent dans mes podcasts, mais on m'a dit qu'il fallait que je le dise, c'est de me mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou la plateforme que vous écoutez aujourd'hui pour le podcast. Ça va m'aider à avoir encore plus de visibilité et à en aider encore plus d'entre vous. N'hésitez pas à partager le podcast et connectez-vous avec moi sur Instagram sur Fly with Mel. Merci Alex. De rien, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram Fly with Mel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.